Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, nous sommes encore très heureux de vous recevoir sur ce plateau de révision. Vous avez été nombreux à nous appeler et à nous témoigner de l'importance de cette émission. Continuez encore à nous envoyer vos suggestions pour qu'on puisse maintenant davantage améliorer la qualité de cette émission qui, vous l'avez dit, vient à son heure. Donc, révision aujourd'hui continue toujours pour ce 4e numéro pour parler de littérature. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un professeur de lettres, une sommité littéraire, comme j'ai l'habitude de l'appeler, qui est déjà poète. Comprenez que nous allons aujourd'hui parler de poésie. Et il n'est pas, comme on dit, la connaissance des lois ne précède jamais l'expérience. Aujourd'hui, pour parler de poésie, on a un professeur de lettres qui est aussi poète, parce c'est l'auteur des Marrons glacés. Je vais nommer M. Samba Ndiaye. M. Samba Ndiaye, bonjour, nous avons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau Mourchid TV pour une 3e fois, je pense. Et aujourd'hui, pour parler de ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, la littérature, mais aussi la poésie. M. Ndiaye. Merci, M. Jack. Bonjour d'abord à vous. Bonjour également à tous vos téléspectateurs, hommes et femmes, parmi lesquels particulièrement les élèves. N'est-ce pas? Je le dis, les élèves sont nos compléments d'objet direct, n'est-ce pas? Donc, ce sont nos amis, donc il faut les saluer. Et je sais qu'ils sont nombreux à suivre cette émission. Je pense également à nos nombreux collègues professeurs de français, n'est-ce pas? Je pense à tout le travail qu'ils abattent dans les classes et je les salue et les encourage. Poète, non, peut-être aspirant ou apprenti, parce que pour moi, le poète, c'est une dimension trop sérieuse pour qu'on puisse véritablement se l'attitrer ou se le proclamer, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que nous essayons un peu de travailler là-dessus et c'est un plaisir de partager avec vous parce que, outre le fait que nous sommes professeurs de français, nous sommes passionnés également de poésie et d'en parler est toujours vraiment un grand plaisir, même si je fais le pléonasme. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Donc, je rappelle aussi que nous sommes ici à UPEPS, comprenez par là peut-être Université populaire des écoles du Parti socialiste, c'est ça? Voilà, donc nous avons le plaisir d'avoir un public élève très passionné également de littérature, des élèves de série S et de série L qui ont bien voulu se joindre à nous quand même pour renforcer la qualité de cette émission en débat, en posant des questions et des interventions, n'est-ce pas? Voilà donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous comptons parler de poésie comme on l'a mis tout de suite au tableau. Qu'est-ce que la poésie? Monsieur Ndiaye, c'est une question assez laconique et lapidaire. Qu'est-ce que la poésie? En tant que vous, professeur de lettres et poète, même si vous refusez cette appellation, est-ce que si on avait à définir la poésie, quelle perception vous allez nous donner et qui pourrait nous permettre d'avoir une vision assez édifiée donc, de ce que c'est la poésie? Alors, permettez-moi d'abord de remercier Mourchid TV, la télévision des valeurs, comme vous l'appelez, pour le travail vraiment que cette télévision abat de façon générale dans tous les domaines de la vie du Sénégal, n'est-ce pas? Mais particulièrement dans le domaine de l'art et de l'école à travers votre émission et d'autres interventions d'ailleurs. Celle-ci, véritablement, est particulièrement intéressante et vous l'avez appelée révision, ça veut dire que vous vous souciez un peu de ce que les élèves font et je voudrais vous en remercier, vous en féliciter et vous encourager également ce travail qui n'est pas du tout facile. Merci. Maintenant, cela dit, c'est vrai, quand on parle de définir une chose, il y a plusieurs approches. Tout à l'heure, on va parler de l'approche peut-être étymologique du mot. Mais avant cela, je crois qu'il est bon de comprendre que quand on parle de la poésie, un élève tout à l'heure ou une élève a eu vraiment la pertinence de tout de suite nous dire que la poésie, c'est de l'art. Et c'est vrai qu'en parlant de poésie, nous sommes dans le domaine de l'art. L'art qui est un domaine très large qu'on peut comparer à un jardin, le grand jardin de l'art dans lequel poussent plusieurs arbres qui sont les différentes formes d'expression artistique. Eh bien, on a l'arbre de la peinture, on a l'arbre de la musique, on a l'arbre de la sculpture, on a l'arbre de la danse, on a même l'arbre de l'architecture et on a également l'arbre de la littérature. Donc, la poésie est à chercher dans l'arbre de la littérature. Maintenant, tout arbre se distingue également par des branches. Donc, sur cet arbre, il y a des branches. Et ces branches-là, je voudrais qu'on sache qu'on pourrait les assimiler à ce qu'on appelle les genres littéraires.
les formes d'expression. Tout le monde fait de la littérature, mais tout le monde ne le fait pas de la même, ou ne la fait pas de la même manière. Tout le monde n'écrit pas n'importe quoi et n'importe comment. Il y a des thèmes et il y a des formes. Eh bien, une de ces branches de la littérature, un de ces genres à côté du roman, du théâtre, de la nouvelle, des essais, et j'en passe, du conte, il y a véritablement cette branche de la poésie. Maintenant, même sur les arbres, les branches n'ont pas les mêmes formes. Il y en a qui sont droites, il y a d'autres qui sont sinueuses, il y a d'autres qui ont... Bref, elles sont multiformes. Et ces formes vont permettre de comprendre les spécificités de chaque genre. Chaque genre a ses spécificités, comme chaque branche a ses spécificités. Oui. La danse a ses spécificités, la musique aussi et toutes les autres. La poésie, elle aussi, a ses spécificités. Parlons dans la branche de la poésie. À côté de cette branche, il y a le roman. Absolument, c'est ce que je disais tantôt. Les autres genres. Absolument. Mais qu'est-ce qui dissocie, qu'est-ce qui différencie donc poésie et roman et même théâtre qui sont... Absolument. On les appelle les branches majeures. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas faire feu de tout bois. C'est vrai, vous faites bien de rappeler qu'il y a d'autres genres. Le roman, comme je l'ai dit, a ses spécificités déjà à son écriture. Le roman, généralement, est écrit en prose, là où la poésie peut être écrite en prose comme en vers. Le théâtre est écrit avec des scènes, avec des actes. Le théâtre, c'est un art du spectacle, disons. On écrit une pièce de théâtre et on s'attend à ce qu'elle soit jouée sur la scène. D'accord? Le roman, souvent, est porté avec plus ou moins de bonheur à l'écran. Le roman, donc, a son écriture, a ses spécificités. On pourrait en parler, mais puisqu'il s'agit de parler de la poésie aujourd'hui, ce serait peut-être bien de rester dans ce cadre-là, même si dans le développement, on pourrait faire des clins d'œil aux autres genres. Donc, je parlais de l'approche étymologique. Et justement, la poésie, c'est ce qu'on rabâche souvent aux élèves, vient du mot grec poiesis. Poiesis lui-même vient du verbe grec poio. Poio signifie je fais. Je signifie aussi je crée. Donc, poiesis, qui est dérivé de poio, le verbe, va devenir création. Donc, c'est une création. Et comme je l'ai dit, tout créateur, artiste de surcroît, a sa matière première. On crée toujours à partir de quelque chose. L'ébéniste a besoin de bois, n'est-ce pas? Le musicien certainement a besoin de son. L'autre a besoin d'autre chose, de marbre, moi je ne sais pas quoi. Le poète, lui, il crée à partir des mots. Ce sont les mots qui constituent sa matière première. C'est pourquoi on dit de la poésie que c'est un art du langage. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des rapports très étroits entre la poésie et la langue. On parle même, quand il s'agit de la poésie, du verbe. Et dès qu'on dit le verbe, n'est-ce pas, on a tendance à penser plutôt à la divinité. La divinité surtout, le verbe avec grand V. Avec grand V, d'accord. Et parce que Dieu, lui aussi, il crée à partir du verbe. N'est-ce pas? Dieu, il ne se met pas à mélanger des choses, non, il crée. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et certains poètes se sont engouffrés dans cette brèche pour parfois aller jusqu'à présenter le poète comme une sorte de démiurge qui lui aussi manipule le verbe. C'est là où se trouve le problème. Quand on veut mettre en rapport Dieu et le poète en même temps, Dieu en tant que créateur et le poète, est-ce qu'en fait, à ce niveau-là, pourquoi pourrons-nous assimiler le poète à une certaine divinité? Bon, déjà, on a dit que c'est un créateur. Dieu, c'est le créateur, parce qu'il faut faire la part des choses entre le créateur, le et c'est en majuscule, n'est-ce pas, et les créatures, le et c'est minuscule, immensément même minuscule. Je crois que c'est juste c'était pour mettre le rapport entre la création à partir des mots. Le mot, c'est le verbe. Quand ce qu'on prononce, on dit c'est verbal. Le verbe lui-même vient du mot latin verbum. Et verbum signifie le mot. Le mot. Et comme le poète, il crée à partir des mots, on dit que c'est le maître du verbe. Et dans tous les cas, tout ce que le poète fait, il le fait avec les mots. Avec les mots, il fait des ponts. Avec les mots, il fait des sons. Avec les mots, il fait tout ce qu'il fait en réalité. Mais justement, voilà. En fait, les mots, tout le monde en use et en abuse même parfois. Mais est-ce que le mot du poète n'est pas aussi extraordinaire que le mot du commun des mortels? Parce que moi qui vous parle, j'utilise des mots pour parler. Mais il me semble que les mots du poète vont quand même, sont un peu transversaux comme on dit, vont au-delà même du langage, du simple langage. Les poètes, ils parlent comme Dieu, comme vous l'avez si bien dit. En tout cas, le poète est maître de la langue, d'abord dans la maîtrise de cette langue.
Et puis, je le dis, je me répète tout le temps, dans n'importe quelle langue que vous voulez créer, que ce soit en Wolof, que ce soit en arabe, que ce soit en chinois, que ce soit en anglais, il vous faut d'abord maîtriser cette langue. Si on a tant de plaisir à déguster les poèmes de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, hein, c'est parce que d'abord c'est un maître de la langue arabe, il maîtrise la langue arabe. Donc il y a d'abord cet aspect. Maintenant, évidemment, selon les types de poésie que nous avons, parce que ce ne sont pas tous les poètes qui revendiquent cette divinité-là, non. Il y a des poètes qui veulent se comporter comme vous et moi, véritablement, un homme simple. Mais il y a des niveaux où le poète, il y a cette connexion que tu connais, je t'apprends rien. Quand Hugo dit que véritablement Dieu parle à voix basse à son âme, c'est comme qui dirait donc qu'il y a une communion entre la poésie et le divin. Platon le disait déjà dans l'Antiquité. Dans Lion, il dit que le poète est chose sainte, légère et sacrée. Et il ne peut créer avant que Dieu le pénètre et le mette hors de lui-même. Donc il y a cette connexion entre le poète et Dieu. Et je me plais même souvent à taquiner les profs de philo. Je leur dis, vous voulez aller vers la vérité, vers l'idéal, vers Dieu, vers l'absolu. Hein, vous cherchez à y aller, mais le poète, lui, il n'a pas besoin de cela. On a l'impression que c'est un élu, c'est Dieu qui vient à lui pour lui confier ces choses, parce que Hugo nous dit que la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, rois et pasteurs. Voilà. Mais je persiste et signe, il y a des poètes qui n'ont nullement cette prétention. Mais restons un peu à cette dimension de la poésie, parce que c'est important, parce que vous avez dit qu'au commencement a déjà été le verbe chez les poètes. Donc cette dimension. Donc il n'est pas donné à n'importe qui de devenir un poète. Être poète suppose qu'on a déjà un don, si je comprends bien vos... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi moi je ne voudrais pas tomber dans ce piège à vouloir me proclamer poète. Hein. Je vous ai dit que la poésie, c'est trop sérieux. Le poète, pour moi, c'est une autre dimension. Du moins, en tout cas, le poète dont vous parlez, ce poète investi d'une mission divine, d'accord. Donc, ce poète-là, c'est vrai, il n'est pas donné à n'importe qui de l'être. Et vous me permettez d'aborder un point très important dans l'approche même de la poésie, c'est en fait le phénomène de l'inspiration. Parce que tout écrivain, tout artiste a des sources d'inspiration. Et d'ailleurs, selon les sources d'inspiration, on peut reconnaître les types de poésie. Il y a des poètes qui sont dans la poésie et qui sont dans la société et qui vont te dire que moi, ce qui m'inspire, c'est véritablement ce que vivent mes semblables, les hommes, les autres, la société, la vie politique, la vie sportive, la vie religieuse. Donc c'est tout ce que je vois, l'injustice sociale et tout. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'inspire et j'en parle. Hein. D'autres vont vous dire, ah non, moi je suis plutôt une âme sensible. Comme disait Hugo toujours, il est incontournable. Homme, il est doux comme une femme, d'accord? Et que donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai plutôt tendance à me laisser inspirer par moi-même, par mes sentiments, par ce que je ressens. C'est cela qui a amené Musset à dire, tape-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, d'accord? Et d'autres vont vous dire, non, moi je suis plutôt inspiré par une source métaphysique. Chez les Grecs, dans l'Antiquité, on parlait des muses. Les muses qui sont ces déesses qui habitaient donc à côté d'Apollon, le dieu de l'art et de la beauté. Absolument. Calliope, Euterpe, et bon, donc Terpsichore, donc Melpomène, elles sont 9 que je sache, d'accord? Donc ces muses-là qui habitaient avec le dieu de la beauté Apollon sur le mont Parnasse. Et qui donc étaient censés inspirer véritablement les artistes. Donc, et il y a d'autres qui carrément vont te dire que mais c'est Dieu qui les inspire, carrément. On peut prendre l'exemple de, vous parliez du XVIe siècle avant le tournage, donc Agrippa d'Aubigné, qui aurait écrit 1000 vers en une nuit parce que, dit-il, habité par l'Esprit Saint. Et moi, je le dis haut et fort, nos grands guides religieux qui sont également de grands poètes, que ce soit Cheikh Ahmadou Bamba, que ce soit Seydi El Hadji Malick, c'est des personnes, c'est des hommes évidemment exceptionnels qui ont bénéficié de l'inspiration divine à des moments pour écrire leurs œuvres. Donc je crois qu'il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même panier, dire que bon, tu es poète, donc voilà, tu es poète, donc tu es un ami de Dieu, tu es investi par Dieu. Tu as entendu qu'il y a même des poètes qui se dressent contre la divinité. Donc voilà. D'accord. Maintenant, dans tous les cas, les sources d'inspiration du poète me semblent être
très importante pour les élèves, que les élèves comprennent donc pour ces sources d'inspiration. Les poètes tirent leurs sources, comme on dit. Absolument. Et qu'on pourrait les résumer, comme je l'ai dit, parce que je me soucie beaucoup des élèves. Le poète peut être inspiré donc par la société qui l'entoure, tout ce qui s'y passe, la politique, tout le reste. Le poète peut être inspiré par son environnement, la nature, n'est-ce pas? La nature qui est là. Le poète peut être inspiré par les muses, par Dieu, c'est l'inspiration métaphysique. Mais le poète peut être inspiré par lui-même. Lui-même et sa source. Le cœur, comme disait. Voilà, et Philippe Léoto ou Paul Léoto disait, moi, je ne sais guère parler que de moi. Là, c'est clair, moi, je ne sais guère parler que de moi. Donc, je suis moi-même. C'est une reprise de cette boutade-là de Boileau. Il dit, je me contenterai de simplement dire, voilà. Écrire ce que ma passion seulement me fait dire, sans chercher à répliquer à grand argument. Donc vous comprenez, vous concevez avec nous qu'il n'y a pas une seule définition de la poésie. Qu'il y a des définitions de la poésie, tout dépend maintenant de la source d'inspiration comme vous venez de dire. Et cela amène, parce que là tout à l'heure, le problème que j'ai voulu régler, c'est le problème des genres de la littérature. On dit qu'on parle aujourd'hui de la poésie, mais à côté de la poésie, il y a d'autres genres, d'autres formes d'expression littéraire. Le roman, le théâtre, la nouvelle, l'essai, etc. J'en passe. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle les courants littéraires. D'accord? Beaucoup d'élèves font déjà cette confusion entre genre littéraire et courant alors, littéraire. En littérature, maintenant, dès le début, il faut faire cette distinction. Vraiment, et je crois que les programmes officiels, d'ailleurs, prennent le soin de faire en sorte que les professeurs puissent, dès la classe de seconde, installer ces connaissances-là. Que l'élève sache que dans la littérature, il y a les genres, les formes d'expression et les courants. Maintenant, les courants, c'est quoi? On les appelle d'ailleurs aussi des écoles ou des mouvements. Les courants sont des regroupements d'écrivains qui ont la même conception de la littérature. Ils font de la littérature. Et certains vont vous dire, ah, nous voulons exprimer le cœur. Alors, tous ceux qui veulent exprimer le cœur, je simplifie, il y a d'autres choses, vont se regrouper autour d'une école qu'on va appeler au 19e siècle en Europe le romantisme. D'autres vont dire, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'exprimer la beauté, l'esthétique, et ça a créé l'école du Parnasse. D'autres vont dire, mais non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réhabiliter la race noire et sa culture. Ainsi est née la négritude en France en 1934 avec la publication de l'étudiant noir. D'accord? Donc ces courants aussi, c'est important. Parce que dès que tu connais le courant, tu connais donc vers quelle direction vont ces auteurs, et quand tu es devant un texte de ce courant-là, ça va être véritablement un éclairage pour toi. C'est pourquoi l'élève, dès la classe de seconde, il doit bien maîtriser les notions de genre, d'une part, et les notions de courant. Et à chaque courant, maintenant, va correspondre une forme de poésie. Est-ce que le courant, ce n'est pas ce qu'on pourrait assimiler aujourd'hui à des écuries? Par exemple, c'est des perceptions de... Voilà, vous prenez la lutte, vous dites les écuries, la lutte par exemple, il y a écurie Balaguer, écurie Fass, écurie... Mais pourtant, ils font de la lutte. Quand l'autre dit Boufalé, l'autre dit exactement, voilà. C'est des perceptions de J'allais même plus loin, je vous ai dit, je crois, une fois que, pour juste que les élèves comprennent, nous sommes tous des musulmans, mais il y a ce qu'on appelle les tariqas, n'est-ce pas, les sectes religieuses, parce que le mouride est musulman, mais il fait ça dans son assiette avec ses règles, ses principes. Le verre du Tidjane n'est pas le verre du mouride, etc. Chacun a ses règles, n'est-ce pas? Il y a le Tidjane, il y a le Khadir, il y a le Layen, il y a le truc, mais tous ce sont des musulmans. Donc le courant littéraire également, les courants, c'est des écoles. Ou bien dans le milieu politique, il y a les libéraux, il y a les socialistes, il y a les verts, il y a les ceci. En littérature, maintenant, il y a cette distinction. Ce qui n'a rien à voir avec le genre littéraire qui trouve une forme d'expression. Voilà, dans chaque courant choisit son genre ou ses genres d'expression. Il y a des courants qui excellent et qui ont tendance à se focaliser sur un genre. Je prends par exemple les Parnassiens. Même s'il y a eu des écrits par là, le Parnasse, on dit les poètes du Parnasse. Même la négritude, même si Césaire a fait il dit lui-même que son théâtre est un prolongement de la poésie, on ne dit pas les dramaturges de la poésie, ni les romanciers de la poésie, on dit de la négritude, on dit les poètes de la négritude, d'accord? Donc certains genres se sont illustrés. Voilà.
exclusivement sur la poésie. Il y a des genres, voilà, en tout cas, leurs grandes œuvres, leurs œuvres majeures de réflexion, c'est cela. Dès qu'on vous dit le Parnasse, vous êtes vraiment dans la poésie en général. Même les symbolistes, hein, les symbolistes, la négritude. Maintenant, si tu vas dans une école comme le romantisme, voilà un genre où il y a une floraison un courant, pardon, c'est un courant, le romantisme, où il y a une floraison de genres. Donc les uns font du théâtre, d'autres la poésie. Attention, ils ont presque tous fait la poésie. Vous prenez quelqu'un comme Hugo, c'est le chef de file du romantisme, mais Hugo, il a goûté à toutes les sauces intellectuelles de son époque. Hernani, c'est une pièce de théâtre. Voilà, il a pratiqué tous les genres. Et dans son cas, lui, c'est un destin exceptionnel. Il a pratiqué tous les genres majeurs et il a excellé dans tous les genres. Vous lisez du Hugo romancier, vous dites ah oui, c'est le meilleur. Vous prenez le poète, vous dites vraiment ça, c'est le meilleur. Vous allez avec Hernani, le dramaturge, vous dites Hugo, c'est le meilleur. Mais avec ça, c'est des dons. Dieu vraiment crée des gens à qui Hugo avait ce don quelque part. Donc, ce qu'il est bon de comprendre pour les élèves aussi, à ce niveau de nos échanges, c'est qu'ils sachent que à chaque fois qu'on leur parle de courant littéraire, un mouvement donc littéraire, une réunion d'écrivains, de poètes, parce que nous sommes dans la poésie, ils doivent se demander, mais quel est le genre à travers lequel ce courant s'est exprimé. Ou si c'est plusieurs, quels sont les genres dans lesquels ce courant s'est exprimé? On n'est pas là pour parler du roman, on sait qu'un courant comme le réalisme, c'est vraiment des romanciers. Comme le naturalisme. C'est romancier. Pourtant, Maupassant a écrit quelque part quelques vers, mais ça c'est des trucs intimes. Mais dans le cadre de leur courant, c'est le roman véritablement qui est le genre par excellence du courant réaliste. D'accord, professeur. Donc ce qu'il a retenu, c'est qu'en fait, il n'y a pas une définition univoque en fait de la poésie, il y a quand même des définitions. Aussi, il faut dissocier courant qui se trouve être idéologie, pensée, perception, vision du monde, et également genre qui se trouve être une forme d'expression, et que la forme d'expression, donc le genre qui nous interpelle, aujourd'hui c'est la poésie, mais qui se trouve être également un genre très prisé, en tout cas, mais qui demeure encore un genre complexe. On a dit qu'il n'est pas donné à n'importe qui de devenir poète. Mais le fait maintenant que les poètes soient appelés des charmeurs, des séducteurs, qu'est-ce qui un peu explique cela? Ensuite, dans la dimension divine. Vous savez, moi je dis souvent aux élèves que la poésie, hein, quel que soit du reste le courant qu'il exprime, hein, ou qu'il s'exprime à travers, hein, la poésie, devant un texte poétique du moins, je peux me poser moi trois questions. Hein. Les trois questions souvent c'est qu'est-ce que je vois? Parce qu'à chaque fois que le poète écrit, il développe des images. Hein. Je donnerai tout à l'heure un exemple concret. Qu'est-ce que je vois? La deuxième question c'est qu'est-ce que j'entends? Parce que la poésie c'est des sonorités. Et la dernière c'est qu'est-ce que je ressens? Je donne un passage de Femme noire de Senghor, hein, un des versets où il dit tam tam sculpté, tam tam tendu, qui gronde sous les doigts des vainqueurs. Tam tam sculpté, tam tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur. Vainqueur écrit avec V majuscule. Qu'est-ce que j'entends? C'est évident. Je crois que nous tous nous entendons le te, ce qu'on appelle une allitération en te. Et je crois que si on combine ces te-là, te, mais facilement tu as rem, tem, pitem, le rythme. Tu as véritablement le bruit du tam-tam. Il veut que tu entendes le bruit du tam-tam. Donc ça c'est fait. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. C'est tam-tam qui gronde, le vainqueur. Déjà, le vainqueur, moi je suis tout de suite à l'arène. Hein. C'est le champion, le lutteur qui est là, qui tient le tam-tam pour faire son tous, n'est-ce pas? Ou bien qui le tient là pour faire son bac. Et on le voit tous les jours régulièrement dans l'arène. Les mbeurs là, les lutteurs qui sont pour là. Défier même leur adversaire. Pour les défier. Mais tout le temps, on les voit à la télévision. Là, vous nous défaites tous, ils sont près du truc, ils tiennent cela. Et lula yalla may gërëme ka sa ndey kenn du ko dindi lula yalla may et c'est vraiment le bac donc qui est là. Alors
Au bout du compte, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? C'est de la fierté d'appartenir à cette culture. Et je crois qu'en l'écrivant, dans ce poème magistral qu'est Femme Noire, Senghor, dans ce passage, a voulu nous replonger dans l'univers de son royaume d'enfance, avec les mbapat, avec tout cela qu'il y avait, et puis voilà, donc, et c'est comme ça que fonctionne donc quelque part la poésie. Donc, le rythme par là est mélodique. Mais absolument. Bon, il y a Senghor l'appelle le rythme asymétrique. Bon, c'est un peu peut-être compliqué pour les... Mais de toutes les façons, le rythme est toujours présent dans la poésie. D'ailleurs, moi, je ne parle pas de lire un poème ou de réciter un poème. Il faut déclamer un poème. Et pour déclamer le poème, il faut au préalable en savoir le rythme. C'est très important. Et ça aussi, c'est un des éléments du cours de versification. J'avoue que souvent, c'est la partie qui pose le plus problème aux élèves. Parce que le rythme aussi est lié à la syntaxe dans le vers. Tu as un vers et tu dois dans le vers retrouver ce qu'on appelle les unités grammaticales. Les élèves le font pourtant, surtout au premier cycle, jusqu'en classe de troisième. On vous donne une phrase, vous avez le groupe nominal, sujet, le groupe verbal, vous avez le groupe complément circonstanciel, etc. Quand je prends par exemple ce vers, les vagues du matin se levaient une à une. Alors, si nous décomposons la phrase, nous avons les vagues, ensuite nous avons du matin, qui est le complément du nom, les vagues, ensuite se lever, c'est le verbe, et puis une à une, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc tu as la 4 unités grammaticales. L'accentuation, parce que pour avoir le rythme, il faut accentuer. L'accentuation consiste à mettre ce qu'on appelle un accent tonique à la fin de chaque groupe grammatical. D'accord? Les vagues, donc la fin c'est « ge ». Mais l'accentuation refuse qu'une syllabe qui repose sur E, ES ou ENT porte un accent. Si c'est le cas, l'accent recule sur l'avant-dernière syllabe. Donc, les vagues, c'est « ge » la fin, mais ça ne peut pas, je recule sur le va. Je le mets sur le va. Les va. C'est ça qui va faire que quand je vais lire ce vers, je vais dire les va. C'est ça. La mélodie revient. D'accord. Après, tu vas du matin. À la fin de matin, tu mets un accent. Se lever, sur le V, tu mets un accent. Une à une, U, tu mets un accent. Donc quand tu vas le lire, on te dit c'est un accent tonique. Donc au moment de lire le vers, à ce moment-là, ma voix doit être tonique. Les vagues du matin, se lever, une à une. Et quand tu as un ensemble de vers, tu le donnes tout de suite à un musicien, mais il sait les temps, les trucs, et automatiquement, il peut te le mettre en musique. Donc Senghor a raison quand il dit dans Liberté 1 que la poésie est un chant, sinon une musique. La poésie est chant, la poésie est musique. On ne peut pas, d'ailleurs, les élèves, même dans les classes du premier cycle, le savent. Ce qui fait qu'on fait des récitations, il y a déjà les rimes. Le chaume et la mousse verdissent, le toit, la colombe, il glousse, l'hirondelle, il boit. La poésie est indissociable de la musique. Parce que dans la poésie, il y a des sonorités, il y a des rimes. Je vais vous parler du rythme, d'accord? Il y a tout cela qui fait que on ne peut pas, ce sont deux formes d'art, parce que nous avons deux formes d'expression artistique qui se complètent. D'ailleurs, même aujourd'hui, avec la désertion de la poésie, je crois que beaucoup de poètes essaient de se rattraper en se faisant accompagner de musique. On a vu Senghor avec Kora et Balafon. Il y a la poésie lyrique, n'est-ce pas, qui était accompagnée par cet instrument de musique, lyre, n'est-ce pas, depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui même, moi je connais des poètes, le maire de l'ancien maire de, comment il s'appelle encore, qui écrit en Wolof, Mbaye, je crois, l'ancien maire de Grand Yoff, n'est-ce pas, qui habille ses poèmes avec de la musique et qui essaie un peu de l'enlever. Donc la poésie, c'est vrai, Senghor a absolument raison. La poésie est musique. Et avant lui, déjà, rappelle-toi le mot de Verlaine, de la musique. Avant toute chose. Et pour ce faire, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, mais de la musique, avant toute chose. Et tout est, du moins dans cette forme de poésie versifiée, parce qu'il existe une autre forme de poésie, la poésie écrite en prose, mais qui obéit aussi à, il n'y a pas la rime, mais il y a toujours le rythme, il y a les assonances, n'est-ce pas, il y a les sonorités, il y a les allitérations, je veux dire les sonorités de manière générale. Donc, quand tu lis un texte en prose poétique, c'est par ces éléments-là que tu peux le faire, parce que tu peux accentuer un texte poétique écrit en vers.
D'accord. Mais, écrit en prose. Oui. Professeur, en plus, la poésie, en plus d'être un langage quelque part divin, en plus également d'être un langage rythmique ou mélodique, mais le charme également de la poésie réside dans l'évocation des images et des symboles et des paraboles. Baudelaire dirait même que nommer un objet, c'est lui faire perdre les... Je crois que c'est Mallarmé. Mallarmé. Un objet, c'est diminuer les trois quarts de sa valeur. Trois quarts. Peut-être le poète, pour parler de sac, il nomme pas sac. Il trouve une autre image pour désigner sac. On a vu Baudelaire, pour parler du poète, il a utilisé l'image d'un oiseau, albatros. Mais qu'est-ce qui explique un peu cela? Oui. Et qu'est-ce qui pousse les poètes à trouver des images, des symboles et des paraboles pour s'exprimer? C'est que comme le poète est un maître de la langue, il est censé maîtriser ce qu'on appelle les figures de style, qu'on appelle d'ailleurs les figures de la rhétorique, l'art de bien parler. Parce que les images aussi, c'est quelque chose de très beau, et puis ça parle. Je reviendrai tout à l'heure sur Baudelaire et le reste, d'accord? Donc, celui qui, comme ça, décide d'appeler son mari, Nijaï. Déjà, moi je trouve que c'est poétique, mais en même temps, ça véhicule quelque chose. Hein? L'autre va lui dire mon chou, mon bout de chou. L'autre va lui dire mon petit lapin bleu, je ne sais pas, etc. Il y a d'autres, il y a d'autres plus modernes. Et chaque appellation, justement, Sadio Bar, donc, chaque expression est poétique en ce qu'elle exprime véritablement un ressentiment. Quelque chose qu'on ressent et qu'on essaie de rendre par souvent une image. Maintenant, s'agissant de je pense que les élèves ont déjà d'autres termes beaucoup plus élégants pour désigner des images. Pourquoi on utilise souvent des images pour désigner notre bien-aimé? Pourquoi il faudrait peut-être pas, je ne sais pas, parfois on trouve l'image d'une fleur. Quand vous appelez à votre bien-aimé Rose, par exemple, et alors que son vrai nom, ce n'est pas ça, qu'est-ce qui détermine cela? À quoi ça renvoie, justement? Peut-être même vous avez d'autres termes. Moi, je voudrais bien aimer avoir juste une réponse à cette question. Oui. À quoi cela renvoie? Oui. Ce que tu as dit à l'autre que tu aimes, moi, je ne sais pas. Ce que tu lui as dit, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Ce que tu lui as dit? Que ni ko way sama amul baye sama ñak torox, je sais pas, du genre, pourquoi pas? Wala nga wutal ko ben affaire. En fait, peut-être il y a le problème du temps, mais je crois oui, que c'est vrai. Je crois que mais peut-être vous allez peut-être après intervenir pour revenir un peu sur ça. On exprime en fait ce qu'on ressent quelque part. Parce que vous allez pas lui dire utiliser des fleurs ou bien des trucs, non, chacun va exprimer ce qu'il ressent. S'il voit, par exemple, à travers son nom véritablement quelqu'un de fort, de truc, ouais, c'est mon bombardier, parfois même, des trucs de ce genre. Oui. Donc, mais c'est toujours un langage, qui est là et que peut-être si tout le monde ne le saisit pas aussi, les personnes qui ce truc savent ce que cela veut dire, qu'est-ce qu'il y a un message qui est toujours là-dedans. Et ça nous ramène à ce que tu disais au niveau de cette expression. Nommer un objet, c'est diminuer les trois quarts de la jouissance poétique qui est faite du plaisir de deviner petit à petit. C'est ça qu'explique Stéphane Mallarmé. Et il est dans le cadre d'une poésie qui se veut suggestive. Parce que nous sommes dans le symbolisme. Et dans le symbolisme, il faut suggérer les choses. Quand il a dit de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air. Plus vague. Vague ici, c'est l'indécis, l'imprécis. Quelque part même Rimbaud ou Verlaine utilisent ce terme de l'indécis. D'accord? Ce qui n'est pas clair. Et je crois que c'est le mot de Valéry, de Paul Valéry, qui permet de comprendre cela. Valéry dit que la poésie doit s'entourer. S'entourer dans le sens de se voiler. La poésie doit s'entourer volontairement afin d'en écarter les gens indignes. Donc voilà une poésie qui est à la limite, sans arriver jusqu'au surréalisme, qui a un certain hermétisme. Oui. C'est une poésie de l'esprit. Tu as un esprit capable d'aller vers cette chose, de la comprendre. Si tu n'as pas cette compétence-là, c'est pourquoi d'ailleurs Baudelaire le compare à l'albatros, avec ses ailes de géant. Et parce que chez les symbolistes, le poète est un homme d'esprit. Autant chez Hugo, le poète est un homme à la sensibilité exacerbée,
chez Baudelaire, le poète est un homme d'esprit. Il a un esprit puissant. Il est au-dessus des choses. Tu parlais de langage, des fleurs et des choses muettes. Voilà. Donc, il doit aller haut, haut dans le ciel, haut dans le monde divin. Et ça, ce n'est pas n'importe quel esprit qui est capable véritablement de comprendre. Donc, la poésie est réservée à une élite. Ah, c'est une poésie. Il n'est pas donné à n'importe qui de décortiquer. Ça nous permet de voir qu'il y a effectivement des types de poésie élitaires. Okay. Et le symbolisme fait partie de ces poésies élitaires qui n'impliquent qu'une élite, qui ne sont pas des formes de poésie populaire. Le Conte de Lille dit la même chose du Parnasse, que vraiment le poète, il est au-dessus de la mêlée, il a le culte de la liberté, oui. Il fait le beau, mais il n'est pas donné à n'importe qui de comprendre le beau. Mais il y a une élite qui peut comprendre cela. Et à ces formes de poésie élitaire, il faut opposer les formes de poésie populaire. Engagées. Okay. Voilà. Mais c'est bien de le signaler. Oui, maintenant à ce niveau-là, il y a une question souvent qui interpelle les élèves. Mais est-ce que, puisque le poète c'est un missionnaire, il doit livrer des messages au peuple, si pour le poète engagé, ce n'est pas tous les poètes. Oui, hein? oui. Ce n'est pas tous les poètes. Absolument. Mais si il est porteur de mission. Absolument. Et qu'il doit éveiller le peuple qui dort, quelque part. Si maintenant son langage est codé et élitaire, comme on dit, est-ce que ça a un sens? Si sa mission c'est d'éveiller, alors qu'il utilise un langage qui est réservé à une élite, est-ce que là on ne peut pas avoir de contradiction par rapport à... Mais justement, les poésies dites élitaires n'ont pas cette fonction. Ils refusent même cette mission. Okay. Ils ne se font pas pour l'idée de dire, voilà, moi je veux éveiller ou je veux faire des choses. Non. Mais celui-là qui te dit que la poésie doit s'entourer volontairement. Il faut que ça soit caché. C'est pourquoi chez eux, ils parlent de déchiffrer. Oui. Baudelaire parle de déchiffrer la surnature. On déchiffre, on décode. Mais même mon portable, quand je l'ai codé, personne ne peut accéder à moins que je te donne le code. Alors voilà, c'est un langage codé et qui s'intéresse à une élite. Ça, il faut que les gens insistent là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas besoin, l'élève n'a pas besoin d'une dimension un peu philosophique? Mais pas seulement l'élève, parce que parce que l'élève, ce qu'il doit comprendre, c'est tout simplement les mécanismes. Par exemple, comment ils font pour suggérer une chose. On a donné tout à l'heure des exemples avec Samandana, avec Samasadio Bar, c'est ça que tu as dit. Ça, oui. Donc, chez eux aussi, voir ce que Baudelaire dit. Tu donnais tout à l'heure le vers heureux qui... Celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers le champ lumineux de Sarin. Oui, absolument. Et qui peut comprendre le langage des fleurs et des choses muettes. Dans une des chansons de Youssou Ndour, l'autre dit damay jëli lu ñu waxul ak lu ñu bëgg la wax di tekki li ni tekk tekkaaral. Ça c'est des choses muettes. Quand on a la possibilité de tekki li ni tekk tekkaaral, parce qu'il y a quelque chose qui tekk tekk boobu. Un homme ordinaire, il ne voit pas ça. Dans cette même mouvance, on te dit que derrière le visible, il y a l'invisible. Et à partir de ce moment, l'autre te dira que le poète ne reproduit pas le visible, il rend visible. C'est celui qui nous montre du doigt. OK? D'accord? Il y a cet aspect qui est là. Donc, quand tu veux transcrire l'invisible, l'indicible, n'est-ce pas, des choses de ce genre, l'absolu, évidemment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais on peut comprendre le système. On peut lire, parce qu'il ne faut pas que les élèves pensent que non, ils sont fermés à la poésie, que c'est hermétique, non, voilà. Non, il y a on a besoin d'une dimension philosophique. D'une culture, voilà, je crois que ça nous cultive. Et puis, au fur et à mesure qu'on pratique une poésie, on finit par en percer les mystères. Ce qui ne veut pas dire qu'on va devenir poète. Hein? Mais, en guise d'exemple, prenons ce vers de Guillaume Apollinaire. La terre est bleue comme une orange. Oui, je crois plutôt que c'est Paul Éluard. Paul Éluard. Mais là, la terre est bleue comme une orange. Même les élèves doivent être surpris. Maintenant, comment vous pouvez comprendre autrement, si vous suivez bien le débat et les explications du professeur, comment pouvons-nous expliquer autrement ce vers-là? La terre est bleue comme une orange. La terre est bleue comme une orange. Vous leur donnez des vertiges là. Voilà. Comment? Oui. Il veut dire que la terre a la forme d'une orange. Ok. Maintenant, la notion de bleu, ça renvoie à quoi? La terre est bleue. Comment on peut comprendre autrement
la notion de bleu. Donc, effectivement, par le mot orange et le mot terre, parce que la terre, qu'on dit qu'elle est ronde, donc a la même forme qu'une orange, n'est-ce pas? Maintenant, la notion de bleu, le vocable bleu. Le ciel est bleu, mais on a dit la terre. Oui, une autre élève, Kay, oui. Quand le poète dit bloc bleu, il veut dire que la plus grande partie de la Terre est occupée par les océans. C'est pour cela qu'il fait référence à la Terre, un grand bloc bleu. D'accord, merci. C'est très bien, merci. C'est très bien expliqué, hein, vraiment. L'autre question de derrière. En fait, j'ai deux questions à poser à M. Ndiaye. La première, c'est d'où vient l'idée de la poésie? Et la deuxième, c'est est-ce qu'aujourd'hui la poésie peut jouer un rôle dans l'éveil des consciences et dans la dénonciation des injustices ou des travers dans la société? Est-ce que forcément dans les vers, on a besoin de rimes? D'une manière générale, à quoi sert la poésie? Quelle est l'importance de la poésie dans la vie? Deuxième question. Quelles sont les sources d'inspiration de la poésie? Alors, merci, chers élèves. Je pense que, professeur, les élèves ont posé des questions très intéressantes. Ça montre également que vous avez bien suivi et que vous avez compris l'essentiel de ce qui a été dit ici. Pour la plupart de leurs questions, ça revient en fait à la source, en fonction d'abord de la poésie, surtout la fonction utilitaire, et également les sources d'inspiration des poètes. Alors, on va être d'accord que tout à l'heure, j'ai bien rappelé les sources d'inspiration possibles. À commencer par le poète lui-même, il peut être sa propre source d'inspiration quand il parle de lui-même. Et là, on dit que la poésie est lyrique. Les sentiments, le cœur. La notion de lyrisme, est-ce qu'il ne faut pas expliquer d'où vient le mot lyrisme? Oui, lire, c'est un instrument de musique au son mélancolique. D'ailleurs, on oublie souvent que la lyre est l'instrument symbole un peu du romantisme. Parce que d'ailleurs, je taquine les élèves en leur disant que cet instrument de musique a des sons qui vous touchent. En Wolof, je l'ai dit, ça peut ressembler un peu à la sitar. Il y a un instrument dans la musique indoula. Sitar. Je ne sais pas, chacun peut imaginer. Moi, instrument indou. Alors, ce que fait ok? Donc, il y a un peu cela. Évidemment, on ne va pas remonter jusqu'à Orphée qui s'en servait et qu'il paraît que les lions, les animaux sauvages venaient s'accroupir. Mais on est dans la mythologie. Oui. Les arbres bougeaient, dansaient tellement que c'était mélodieux. Mais pour revenir donc aux sources d'inspiration, le poète peut être sa propre source d'inspiration. La société dans laquelle il vit peut être une source d'inspiration pour lui. La nature qui est à côté de lui aussi peut être une source d'inspiration. Maintenant, il y a une autre source d'inspiration qu'on dit une inspiration d'origine mystique, métaphysique. C'est lorsqu'il dit que c'est Dieu qui l'inspire, c'est les déesses qui l'inspirent, ce sont les muses qui l'inspirent. Donc, c'est une source d'inspiration qui relève de l'irrationnel. Nous sommes d'accord. Donc ça, je crois que je l'ai bien réglé en début et il faudrait que chacun le retienne parce que c'est très important. Très rapidement sur la question sur les rimes, non. Il y a de plus en plus d'ailleurs dans la poésie moderne, mademoiselle, des poèmes qui ne sont pas rimés. Ça commence déjà avec les surréalistes même, lorsqu'ils ont voulu un peu remettre en cause les règles. Et il faut comprendre qu'on peut faire de la musique dans un poème sans pour autant recourir à la rime. La rime fait partie de ce qui donne la musique à la poésie. Même pour une autre question, j'en profiterai pour répondre. La poésie n'appartient à personne, la poésie appartient à l'humanité. Peut-être même il est arrivé des moments où les gens ont dû faire de la poésie sans s'en rendre compte. Dans nos langues, nous avons de grands poètes. Vous avez entendu parler de Khalima Diakhaté Kala et d'autres vraiment qui ont fait à travers le Wolofol et tout cela de beaux poèmes, d'accord? Donc à partir du moment... Est-ce que les formes même de pratiques initiatiques comme les Tahourans, les Ndeup, bien sûr. Les Kassak. Les Kassak, il y a toujours des textes véritablement qui peuvent très mélodiques, très rythmiques. Absolument. Et par conséquent, ça peut être appelé des poèmes. Absolument. Mais maintenant, c'est vrai que parce que ce sont des formes qui convoquent cela.
Mais même dans le Bakou dont on parlait, quand vous entendez Mbeur Buy Bakou, mais il sort un peu cela. Et le djat même. Le djat, toutes ces formes, Walali Mohamed, Sakadia, Makadia. Il y a une scansion, vraiment, il y a un rythme qui est là-bas, il y a de la musicalité, d'ailleurs souvent c'est des tam-tams qui l'accompagnent. Donc on peut dire qu'il y a de la poésie là-dedans. Parce que entre il y a de la poésie là-dedans et c'est de la poésie, ce n'est pas la même chose. On peut donner l'exemple du Coran. Le Coran, ce n'est pas de la poésie. Ça, même le Coran l'interdit d'être considéré comme de la poésie. Ce n'est pas un poème, le Coran, ce n'est pas des poèmes. Mais par contre, on peut dire que le Coran est très poétique. Les passages sont très poétiques et on retrouve les phénomènes de rime. وَشَمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا j'allais dire etc. صدق الله العظيم. Donc voilà, il y a toujours véritablement cela. Et ça met en évidence d'ailleurs la musicalité de la poésie. Maintenant, je voudrais, avant de parler des rôles, je voudrais dire un mot sur le vers de Éluard. La terre est bleue comme une orange. Moi, je salue les élèves. Ils ont montré qu'ils sont très perspicaces d'avoir compris l'origine de la couleur bleue, tout cela, la forme de l'orange. Mais quand même, c'est toujours étonnant de dire la terre est bleue comme une orange. Parce que l'orange, je regrette. L'homme du sens commun, l'homme du sens commun, voilà, mais ne pas comprendre. C'est parce que c'est déroutant. Et c'est ça. Nous sommes dans un autre courant, le surréalisme, où on te dit que quand tu fais vraiment une analogie, des comparaisons, toujours tu dois le faire de sorte que les deux choses que tu compares, il y ait véritablement une différence énorme. Parce que cette comparaison n'aurait jamais dû être faite. La terre est bleue comme une orange. Je peux dire, il est fort comme Bombardier, ou bien elle est vilaine comme Sogolon, moi je ne sais pas, ou etc. Ça, on peut le comprendre. Il est grand comme Abdou Diouf, mais il est bleu comme une orange, parce que je regrette, l'orange n'est pas bleu. Mais souvent je dis à ceux avec qui je discute, mais pourtant, il y a des moments où l'orange peut devenir bleu. Ah ouais. Ou sur la peau de l'orange, on a l'impression que la couleur est bleue. C'est quand? Quand est-ce que la couleur de l'orange peut avoir tendance à devenir bleue? Alors pour y aller vite, une orange qui pourrit, quand l'orange pourrit, cette partie c'est verdâtre, bleuâtre. Et en lisant ce vers, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'est pas en train de parler de la pourriture de la terre, au vu des déchets qu'on y fait, au vu du mal, au vu des sacrifices et de tout cela? Et pour rebondir maintenant sur les questions que les élèves ont posées à propos des fonctions de la poésie, il y en a à boire et à manger. La poésie est un jardin où chacun peut trouver son coin. Vous voulez de la poésie pour faire ce qu'on appelle le beau, ce qu'on appelle la fonction esthétique de la poésie, il y a des poètes qui l'ont fait. Il y a des courants même littéraires. Il y a des courants, c'est pourquoi je parlais des courants. Voilà. Chaque poète a un programme. Il dit, je fais de la poésie pour... Il y a des gens qui disent, je fais de la poésie pour dénoncer les maux de la société. Quelqu'un en parle. Je fais de la poésie pour éduquer le peuple. Les fables, par exemple, les fables de La Fontaine. Qui est tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Rien ne sert de courir, il faut partir à lui-même, il dit que je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Pour instruire. Et n'oubliez pas que la devise de ce siècle, c'était plaire et instruire. Donc il y a des poètes qui disent, moi je veux instruire. D'autres qui disent, non, moi je veux critiquer. Moi je veux exploiter, je veux exprimer mes sentiments. L'autre va dire, non, moi je fais des vers juste pour que ce soit beau. Que le vers, quand je l'entends, parfois tu l'écoutes, tu ne comprends même absolument rien. Mais c'est beau, Comme illustration, on nous parle d'un humoriste qui dit que, qui regarde une femme qui lui dit, mademoiselle, vous êtes dotée d'une beauté sublime qui bloque ma circulation sanguine. Finalement, on ne comprend pas une beauté sublime qui bloque sa circulation sanguine. C'est crise cardiaque. Voilà. Mais dans l'apparence, ça ne semble pas. Mais quand même, il y a les rimes. Ouais. Ce que je veux dire, en fait, Et lui dit également, ta voix est la plus belle mélodie qui me fait nim. Voilà. Ça n'a pas de sens. Absolument. Mais que les élèves comprennent qu'il y a de la poésie pour tout. Et les gens vont choisir les courants selon cela. Maintenant, évidemment, tous les courants littéraires qui ont voulu mettre leur plume au service d'un idéal humain, qui ont voulu éduquer, qui ont voulu instruire, qui ont voulu dénoncer, qui ont voulu combattre,
etc., qui ont voulu éclairer la voie du chemin, généralement, c'est ce qu'on appelle les poètes engagés. Engagés, ok. D'accord. Et effectivement, avec l'engagement politique, l'engagement religieux, l'engagement dans la morale, l'éducation, etc., sociale, tout ce que vous voulez. Et il y a d'autres qui disent que, ah non, parce que c'est vous qui m'aviez dit au départ que la poésie, c'est de l'art. Et ils disent que comme l'art, c'est le beau, parce que l'art, c'est la quête du beau. Hein. D'ailleurs, même dans la définition de la littérature, il me semble l'avoir entendu avec Baïtir la dernière fois, que le texte littéraire se distingue des autres textes par cette recherche de l'esthétique. Dans tout art, il y a de l'esthétique. L'esthétique est le sel de l'art. Bouti Nekul, d'ailleurs, ce n'est plus un art. D'accord. Alors, il y a des gens qui disent que, donc, moi, je suis poète, je suis un artiste, donc tout ce que je fais, c'est le beau. Je ne vais pas dénoncer, je ne vais pas éduquer, je ne vais pas instruire. Théophile Gautier refuse ces trois choses. Il dit non à la poésie au service de la politique. Non à la poésie au service de la morale ou de la philosophie. Non même à la poésie au service des sentiments. On lui dit donc, mais la poésie au service de quoi? Il dit la poésie au service du beau. Et Baudelaire d'enclencher, n'est-ce pas? Aucun poème ne sera si grand, si beau, si digne du nom de poème que celui qui aura été écrit pour le simple plaisir d'écrire un poème. Donc je ne véhicule pas des idées, mais il faut qu'on dise que le poème là, il est beau. Il est beau comment? Parce que j'entends. Il est beau comment? Parce que je vois les belles images. Il est beau comment? Parce que je ressens. Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là, comme un bouquet de fleurs que vous mettez dans votre salon, Google que tu vas, voilà, on vous dira c'est beau. Vous n'allez pas porter ça dans la rue là pour dire mon bouquet de fleurs. Non, c'est beau. Quelle est son utilité? Son utilité, c'est d'être beau, un point, un trait. Et il y a ce conflit entre les engagés et les non-engagés. Vous vous rappelez le fameux mot de Hugo qui répond à ce qu'on appelle l'art pour l'art, c'est l'art pour le beau. Il lui dit que l'art pour l'art, c'est beau, mais l'art pour le progrès, c'est encore plus beau. Mais professeur, dans ce débat-là, parce que les élèves parfois ont des problèmes, quand on donne un sujet qui interpelle une dimension de la poésie bien déterminée, et même qui se trouve être la position d'un auteur bien déterminé. Maintenant, face à une telle interrogation, que doit être le comportement de l'élève? Par exemple, quand quelqu'un dit faire de la poésie, c'est se dire, point. Oui. L'élève qui est en face d'un tel sujet, le sujet qui fait allusion à une position par rapport à ce grand débat-là, de la poésie ou des poètes bien déterminés. Quel est le comportement de l'élève? Comment l'élève maintenant doit appréhender un tel sujet? Oui, je ne vais pas revenir sur les choses terre à terre que les élèves ont déjà appris, les mots-clés d'un sujet. Parce qu'un sujet, il faut le comprendre. Maintenant, je rappelle toujours que le sujet, ce n'est pas seulement la citation, c'est la citation et la consigne. C'est la consigne qui vous permet d'avoir le plan. Discuter ce point de vue. Mais avant justement d'avoir ce plan, il faut comprendre ce que l'on dit. Et c'est toujours dit à travers des mots. C'est vrai que dans beaucoup de sujets, et là je fais un clin d'œil aux élèves de terminale, dans beaucoup de sujets en réalité, on propose des définitions de la poésie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque définition de la poésie, il y a une fonction. La poésie est ornement. C'est la beauté. Orné, paré. La poésie est instrument. C'est un moyen, etc. Donc il doit pouvoir lire dans ces mots. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit, faire de la poésie, c'est s'orienter, c'est rechercher les 4 points. Donc on définit toujours. Alors il dit donc faire de la poésie, c'est quoi? Il dit c'est se dire, verbe pronominal, qui se conjugue je me dis, tu te dis, il se dit, etc. Donc quand je fais de la poésie, je me dis. Donc on est dans une source d'inspiration que j'avais annoncé tout à l'heure, quand le poète est inspiré par lui-même. Faire de la poésie, c'est se dire. Donc se dire, c'est parler de soi-même, parler de ses sentiments, parler de ses rêves, parler de ses souffrances, parler de tout ce que l'on ressent et qu'on a dans le cœur. Donc l'élève doit quand même, parce que ce sont des sujets qui sont donnés en français, ce sont des citations parfois qui amènent des images, eh bien, comprendre un sujet, c'est aussi comprendre le sens des mots, c'est aussi, n'est-ce pas, décortiquer les images. Souvent, les élèves tombent facilement dans des pièges. On leur dit une littérature qui cherche à embellir la vie, à dispenser le rêve. Dispenser le rêve. Il y a des élèves, malheureusement, dès qu'ils entendent dispenser, c'est un EPS.
Parce qu'on n'en pense pas parler, je suis dispensé en EPS. Oui. Alors qu'être dispensé de est différent de dispenser quelque chose. Le professeur dispense des cours. Donc, soit si tu comprends dispenser de, tu vas dire que ça va me priver de rêve. Or, non, c'est le contraire. Ça me permet justement, au contraire, de rêver. Donc, les sujets sont donnés en français et il y a un minimum. Et c'est un problème d'exercice. La littérature, c'est des images. Donc, comprendre un sujet, c'est percer le message. Et dans le message, il peut y avoir des images, il y a des mots-clés qui sont là. Et il faut les comprendre avant de se lancer dans un sujet. Maintenant, quand on a compris, on lit bien la consigne. Expliquer, puis discuter. Ah, on me demande une thèse, une antithèse. Comment comprenez-vous? On me demande etc. Et ça, c'est les différentes consignes que les collègues ont l'habitude d'aborder dans leur classe respective. M. Emmanuel Magoufaye, oui, voilà, que je salue, un grand pionnier aussi, un grand combattant. Il est revenu un peu sur cette dimension de la dissertation des thèses, comment aborder un sujet. Merci, professeur. En tout cas, nous sommes au terme de notre émission. Et véritablement, c'était un immense plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous de ce qui vous passionne. Vous êtes un grand passionné de poésie, vous êtes poète, vous le refusez, mais en vous entendant parler, nous sommes déjà conscients que vous avez déjà une grande passion et cette grande passion pourrait même faire de vous un grand poète parce que la sensibilité nous pousse à la poésie. Vous l'avez abordé. Donc peut-être votre dernier mot. Merci, Dieu vous entende, mais moi c'est vrai, je suis très content et quand je parle de la poésie, comme disait Amadou Lamine Sall, la poésie parfois on l'a dans les tripes. Et quand on l'a dans les tripes, vraiment on en devient passionné, mais d'une passion lucide quand même. En parler avec vous a été un autre plaisir parce que c'est parler avec un collègue véritablement avec qui j'ai d'excellentes relations et mieux que cela, vraiment avec un ami. Mais remercier très chaleureusement toute votre équipe technique, mais particulièrement ces charmants élèves de cette classe de seconde avec qui on a passé d'agréables moments et je leur souhaite plein de réussite dans leurs études et je leur demande même de s'applaudir, pourquoi pas, parce qu'ils le méritent bien. Merci beaucoup et merci à Mourchid TV. Merci beaucoup, professeur. Donc, nous remercions donc toute l'équipe de Mourchid TV, comme l'a dit monsieur le professeur. Nous remercions également les élèves de l'UPEPS, UPEPS, n'est-ce pas? Donc, l'Université populaire des écoles du Parti socialiste. Donc, c'était tout, mesdames et messieurs, pour ce 4e numéro de votre émission Révision. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro, et cette fois-ci sur l'histoire et la géographie. Merci beaucoup et bonne suite de programme sur votre chaîne des valeurs, Mourchid TV. Merci beaucoup.